Chapitre 14. La porte de la cave. Mon père se levait à 4 heures du matin, virgule, hiver comme été, point. Il venait dans la cour intérieure. Socrate détache bien les mots. Elle se tient droite comme un i au bout de la table. Elle a chaussé ses lunettes pour l'occasion. Mona, penchée sur son cahier, a le souffle court. Elle aime faire des dictées. Mais quand Socrate lui a annoncé qu'aujourd'hui on s'attaquait à Chateaubriand avec un dé au bout et à ses mémoires d'outre-tombe, la jeune fille a été saisie de panique. Elle ne sait pas pourquoi. Chateaubriand, elle en a vaguement entendu parler et elle sait que c'est un grand auteur classique, mais c'est à peu près tout. Socrate lui a expliqué Combourg, le château, le père redouté, etc., etc. Alors, quand la dictée a commencé, Mona s'est mise à transpirer. Le stylo lui échappait tant sa main était moite. Qu'est-ce qui est intérieur? La cour? Donc c'est un Féminin? mais encore. Singulier. Donc, Avec un E au bout. parfait, on continue. Il venait dans la cour intérieure appeler et éveiller son valet de chambre. Point. Attention à la forme des verbes. Ce fut son premier cadeau. Peu de temps après son arrivée à la pension Margoni, Socrate lui avait offert un cahier d'écolier et un stylo. Un vrai. Dans un étui doublé de satin rose. Le stylo n'était pas trop gros. C'est pour une jeune fille, avait précisé Socrate à la vendeuse de la papeterie. Mona en avait eu les larmes aux yeux. Elle avait dit un jour, comme ça, qu'elle aimerait se perfectionner en orthographe. Elle n'était pas habituée aux prévenances. Dans son monde, le ton était plutôt à la brusquerie, à la bousculade qu'aux attentions délicates. Le geste de Socrate avait bouleversé la jeune fille. Le soir, elle posait son cahier et son stylo, soigneusement rangés dans son écrin, sur sa table de nuit, pour l'avoir toujours à portée de la main. Elle notait des mots qu'elle ne connaissait pas bien avec leur définition. Désinvolture, gratitude, honorable. Pourquoi d'ailleurs honorable n'a qu'un N alors que honneur en a deux? Socrate lui avait répondu que ce particularisme faisait partie des complexités de la langue française, mais c'est ce qui, précisément, en faisait sa richesse et son intérêt. Bon, puisque Socrate le dit, quand elle aura un peu d'argent, elle s'achètera un dictionnaire. C'est son rêve, avoir un dictionnaire pour saisir avec précision le sens des mots sans avoir à demander tout le temps ce qu'ils veulent dire. Ce n'est pas pour faire l'intéressante, c'est uniquement pour elle, pour savoir. Ça lui procure du plaisir. Quand elle en avait parlé un jour à sa mère, celle-ci avait éclaté de rire. Depuis, elle se tait. Pas la peine de donner des verges pour se faire battre, comme dirait Lily. À l'entrée de la tourelle, attention au A et au mot tourelle. Que veut dire tourelle? Et la dictée continue. Mona se détend un peu. Socrate lui a appris que c'était comme un jeu, avec des pièges bien sûr, mais un jeu. Comme à son habitude, M. Paul est entré sans se faire remarquer. Il s'est arrêté sur le pas de la porte et observe avec bienveillance les deux femmes occupées avec le grand maître de la littérature. Il ne peut cependant pas rester là, planté. Ça vous a un petit air d'espionnage déplaisant. Alors, il toussote. Je devrais bien m'y replonger, moi aussi, dans Chateaubriand. C'est tout ce qu'il a trouvé comme idée. Pas très original, mais pas déplacé non plus. Elles sont ravies de cette petite récréation. Mona propose un verre de limonade à notre promeneur. Socrate saute sur l'occasion pour se servir un petit chablis, bien frais. On s'installe à l'intérieur. Il n'est que 3 heures de l'après-midi et la chaleur est étouffante sur la terrasse.
La conversation roule mollement sur le bien fondé de retourner aux grands auteurs qu'on a tort de ranger dans un placard, de la langue superbe et limpide du grand bonhomme. L'apologie du bel auteur est interrompue par l'arrivée de Valentin qui, d'une manière toute pragmatique, vient de déboucher le lavabo de la chambre 5. On passe de la littérature française et de son rayonnement sur le monde au bricolage et autres travaux d'intérieur nécessaires à la bonne marche d'une maison. Le robinet coule, puis le support de la douche se dévisse, la porte de la cave grince. C'est une remarque judicieuse de M. Paul. C'est vrai qu'elle fait un bruit inquiétant, cette fameuse porte, surtout quand on la referme. À l'ouverture, pas de problème, mais à la fermeture, elle couine. Il faudrait huiler les gonds. Bonne idée. Lily fait la sieste dans sa chambre, on est tranquille pour au moins 1 heure. La porte frotte également un peu sur le parquet. Il vaut mieux la démonter, la poser sur une table, raboter le bois qui a travaillé avec le temps, graisser les ferrures et remonter le tout en 2 temps 3 mouvements. Socrate suggère d'aller chercher elle-même la caisse à outils de Lucien, laquelle est à la cave, laquelle n'a guère servi depuis son départ, pas de date, ça vieillit. Lily n'aime pas qu'on descende dans sa cave, égard à celui ou celle qui transgresse l'interdit. Elle dort, on aura fini bien avant qu'elle rouvre l'œil, la terrible Lily. Et si par malheur Lily se lève plus tôt que prévu, il vaut mieux que ce soit sa copine d'école qui se fasse engueuler. Pendant ce temps, M. Paul et Valentin dégondent la porte. Elle est très lourde. À la 1, à la 2, à la 3. Valentin est surpris par la puissance du bonhomme. Une force de déménageur se cache sous des dehors de bourgeois paisibles. Socrate a allumé la lampe qui éclaire la descente d'escalier. Ça tangue furieusement. 3 verres de Chablis par cette chaleur, même sur une personne aguerrie, peuvent perturber un équilibre basique. Elle supporte moins bien qu'avant. Sa vieille carcasse en a marre. Elle réfléchira à son avenir et à sa santé un autre jour. Pour l'instant, il s'agit de dégoter la caisse à outils de Lucien. La cave est impeccable. Des étagères rangées avec soin, avec des boîtes et des étiquettes qui en indiquent le contenu. Jouet Valentin, petit verre de réserve, ampoule électrique et des dizaines de caisses de boissons diverses, eau minérale, bière, vin blanc, limonade. Le tout soigneusement disposé. Socrate comprend pourquoi sa copine ne veut pas qu'on mette les pieds dans son sous-sol qu'elle entend agencer à son idée. Des outils poussiéreux sont accrochés à un panneau de bois. Scies de différentes longueurs, tournevis, marteau, queue de rat. Il n'était pas bricoleur, mais il était équipé, l'ami Lucien. Et juste en dessous se trouve la caisse à outils, qu'il faut deviner parce qu'elle disparaît sous une épaisse couche de poussière. Socrate la soulève, elle pèse 1 tonne. Pourvu que Lily ne se réveille pas. La remontée est douloureuse. Socrate se promet de boire un peu moins et de se remettre à la marche à pied. Quand vous aurez fini avec la porte, vous vous attaquerez au volet. Il brinque-balle. L'hiver, ça m'empêche de dormir tellement ils font de potin. Et la pomme de douche du premier est en train de rendre l'âme. Tout fout le camp dans cette baraque. Vous allez nous remettre tout ça d'aplomb. N'est-ce pas, mon petit Valentin ? Le jeune homme a plongé le nez dans la caisse de son père. M. Paul est déjà en train de raboter le dessous de la porte. L'affaire est délicate. Il faut limer 1 ou 2 millimètres, pas plus. La menuiserie est une affaire subtile, un coup de lime malheureux et vous déséquilibrez une belle harmonie. C'est ce que lui avait appris son père. Du doigté, fiston, ni trop, ni pas assez. Il y pense beaucoup en ce moment, M. Paul. Ni trop, ni pas assez. Les 2 hommes, tout absorbés qu'ils sont à retaper la porte, ont oublié Lily. Qu'est-ce que c'est que ce boucan? Lily est au sommet de l'escalier. Valentin et M. Paul, les outils à la main, restent un instant interdits. Socrate et Mona sont transformés en statues de sel. L'heure n'est pas à la rigolade.
Va falloir trouver une idée vite fait, bien fait. Monsieur Paul sent monter une bouffée de chaleur. Quelle bêtise! Décidément, il accumule les maladresses. Lily aperçoit alors la porte de la cave qui repose sur un guéridon du salon. Mais c'est la porte de ma cave! Elle-même. Et que fait la porte de ma cave sur ma table? Elle se répare. Elle couinait affreusement. Sans doute un problème de graissage, avons-nous pensé. En fait, les gonds étaient rouillés, donc nous les graissons. Le bois ayant travaillé avec le temps, c'est tout à fait naturel. Je me fous des gonds rouillés, vous m'entendez? Je me fous qu'elle couine ou pas. Je ne veux pas qu'on touche à ma porte, vous m'entendez? Je ne veux pas qu'on y touche. C'était pour rendre service. Je ne veux pas qu'on me rende service. Je ne veux pas qu'on fouille dans mes affaires. On ne fouille pas dans tes affaires, ma petite mère. On répare une malheureuse porte. Pourquoi malheureuse? Qu'est-ce qu'elle a de malheureux, ma porte? Cette porte était très heureuse jusqu'à ce que vous arriviez. C'est vous qui la faites grincer, ma malheureuse porte. Valentin prétendait que... Qu'est-ce que tu prétendais? Que la porte de ma cave faisait du bruit, peut-être? Depuis quand? Depuis toujours, maman. Depuis que papa est parti. Qu'est-ce que ton père vient faire dans ma porte? Je ne veux pas qu'on fouille dans mes portes. Je ne veux pas qu'on s'incruste dans ma vie. En vérité, les gonds étaient grippés. Alors comme ça, mes gonds sont grippés. C'est vous qui semez la zizanie dans ma famille. Je ne vais tout de même pas me laisser commander par un client qui a décidé de transformer ma maison en appartement témoin. À moi, elle me plaît, cette porte qui couine. C'est un bruit que j'aime bien. Et ça, c'est quoi? Une caisse à outils. Non, non, c'est pas une caisse à outils. C'est la caisse à outils de Lucien. Tu as laissé toucher à la caisse à outils de ton père. C'est pas un crime. Ah si, c'est un crime. Vous êtes peut-être aussi allé dans ma chambre, pendant que vous y êtes. Fouiller dans mes papiers, lire mes lettres, les lettres de Lucien. Papa t'a écrit? Tu ne me l'as jamais dit. Non, il m'a pas écrit. Mais il aurait pu. On n'est pas allé dans ta chambre et on n'a pas lu les lettres que Lucien ne t'a pas envoyées. Tu perds complètement la ciboule, ma pauvre Lily. Moi? Je perds la ciboule? Moi, je suis ta pauvre Lily? On me met ma maison sans dessus-dessous et c'est moi qui perds le ciboulot? Je voudrais bien entendre ma porte couiner. Ça fait 25 ans que je suis dans cette maison et jamais, au grand jamais, cette porte n'a couiné. Allez-y, j'écoute. Monsieur Paul saisit la porte et la remet dans ses gonds. Il la fait pivoter en silence. Et Lily de triompher. Elle marche très bien, cette porte. Elle ne grince absolument pas. Elle ne grince absolument plus. Dorénavant, on ne touche plus à ma porte. C'est ma porte, c'est ma cave, c'est ma maison. Et pour ceux qui ne sont pas contents, l'armée du salut est à 200 mètres. Première rue à gauche. Lily sort, tel Néfertiti froissée dans sa dignité de reine d'Égypte. Le silence est pesant. On a l'habitude des sorties de la patronne, mais là, chacun se sent un peu coupable. On a touché à la sacro-sainte porte de la cave. Avant cet incident, personne ne savait d'ailleurs qu'elle était sacro-sainte, cette fichue porte. Monsieur Paul est le premier à réagir. Je suis embarrassé. Lily est très contrariée. Je me sens responsable. Je devrais peut-être chercher une chambre ailleurs. Pas question d'abandonner votre poste. En vérité, ma copine a un caractère en or, mais elle le cache bien, c'est tout. Il ne faut pas vous en faire pour si peu. D'ailleurs, dans 5 minutes, elle aura tout oublié et sera douce comme un bonbon au miel. La porte de la cuisine se rouvre aussitôt sur le bonbon au miel. Qu'est-ce que vous avez à rester planté au milieu de mon salon? On se croirait au musée Grévin. Tu es de mauvais poil parce que tu as perdu à la belote. Mauvaise joueuse. Un jour, je me souviens, je l'ai battue à plate couture. Elle ne m'a plus parlé pendant 3 mois et demi. Elle passait à côté de moi comme si j'étais un réverbère. Tout ça pour des morceaux de carton avec des figures dessus. Tu avais triché. Tu disais que tu n'avais plus d'atouts et tu avais caché le valet de carreau dans ta manche. C'était pas le valet de carreau, c'était le roi de pique. Oh, quelle rancunière tu fais. Cette histoire date d'il y a 25 ans et elle m'en veut toujours. J'ai triché parce que je traversais une période très difficile de ma vie. Lily sort alors un sac de haricots verts qu'elle cachait derrière son dos. Qui c'est qui va éplucher ça? Moi, peut-être? Allez, tous en cuisine.
et je ne veux pas trouver un fil. Mona prend le sac et se dirige vers la cuisine en silence. Monsieur Paul et Socrate lui emboîtent le pas. Et Monsieur Paul de s'excuser. Vous avez raison, Lily. Les fils dans les haricots verts, c'est très désagréable. Qu'est-ce que vous en pensez, Socrate? Je m'en fous, j'aime pas les haricots. La porte de la cuisine s'est refermée sur les éplucheurs courageux. Lily va pour remonter dans sa chambre. Son fils l'arrête par le bras. C'est un geste qu'il n'a jamais fait. Il est surpris par sa propre audace. Mais il sait que c'est le moment. Il doit arrêter la spirale de la mauvaise humeur quasi permanente de sa mère. Auparavant, il n'osait pas l'affronter. Mais ce voyage, l'éloignement, l'ont fait mûrir. Le cordon est coupé, pense-t-il avec soulagement. Le cordon est coupé, pense Lily avec tristesse. Ce n'est plus mon petit, c'est un monsieur, un adulte que je ne connais pas. Tu es tout le temps de mauvais poil. Tu engueules tout le monde. Quand c'est pas Socrate, c'est Mona. Quand c'est pas Mona, c'est Monsieur Paul. J'aime sa présence rassurante. Après toutes ces années, il y a enfin un homme dans la maison. La respiration de Lily se fait courte. Son fils ne lui a jamais parlé sur ce ton. Il la fixe longuement. Et mon père d'abord. Pourquoi il est parti? Lily est surprise par la question. Je ne sais pas, je ne me souviens pas. C'est si loin. Un homme ne quitte pas sa femme et son fils pour aller se perdre dans une forêt au bout du monde, sans raison. Je ne sais pas, je te dis, je ne sais plus. Vous vous êtes disputé avant son départ? Non, Valentin ne sait presque rien de Lucien. C'était qui? C'était quoi, mon père? Lily se laisse tomber sur une chaise. Elle est lasse, soudain. un homme bizarre. Il achetait tout le temps des bouquins sur les poissons, les oiseaux et même les insectes. Un jour, il a voulu aller les voir de près, ces sales bestioles. Et il est parti, c'est tout. Il a plié ses chemises, les a rangées dans sa valise, et il est parti. J'ai beaucoup pleuré. Comment je vais faire avec le petit? J'ai demandé. Débrouille-toi, il m'a répondu. Débrouille-toi. Je fais souvent le même cauchemar. Mon père me tient par la main et me dit toujours la même chose. Ne t'inquiète pas, fiston. Je suis là. Tout va bien. Et tu es à côté de lui et tu pleures. Et je me réveille en sueur et mon père n'est pas là. Je vais repartir dans la forêt le chercher. Chercher la paix aussi. Peut-être que la paix est là-bas, dans la forêt. Lily sent le sang battre dans ses oreilles. Ça bourdonne. Elle ne doit pas montrer son chagrin. Ce sont les parents qui soutiennent les enfants et pas le contraire. Elle prend la main de son fils et l'embrasse. Valentin ne bouge pas. Il voit la nuque de sa mère avec ses petites boucles émouvantes. Il a la tête vide. Il faudrait dire quelque chose pour la consoler. Mais il ne sait pas. Il est comme sa mère, il ne sait pas. Il se demande comment il agira avec ses enfants. Est-ce qu'il y aura aussi cette barrière infranchissable entre eux? De la pudeur, peut-être? Il espère que les choses seront simples, limpides, qu'on s'embrassera avec spontanéité sans se poser mille et une questions inutiles. Il apprendra à ses enfants l'amour des autres et aussi l'amour de soi. Sa mère n'a pas su, ou n'a pas eu le temps. Elle a trop travaillé, comme elle dit. Pardon, mon petit. Pardon pour tous ces chagrins. La voix de Lily est rauque. Ce regret attriste Valentin, mais il en est content. Il y a eu du dégât, mais sa mère lui a demandé pardon. C'est ce qu'il voulait entendre.